C'est l'un des plus grands noms de la littérature mondiale, prix Nobel de littérature en l'an 2000. Gao Xingyang est avec nous sur ce plateau, écrivain bien sûr, mais aussi peintre. On va en parler ensemble. Gao Xingyang est assailli par les photographes. Et si le dissident chinois réfugié en France se prête à leur demande avec le sourire, cette soudaine notoriété commence néanmoins à lui faire peur. Retrouver le calme de son modeste appartement en banlieue de Paris, s'éloigner du chaos pour pouvoir, avec sa compagne, recommencer à travailler son écriture et ses toiles. Car, comme tous les anciens grands lettrés de Chine, Gao Xingyang peint aussi pour s'exprimer là où les mots lui font défaut. C'est d'ailleurs ce qui le fait vivre. Des toiles ténébreuses qui traduisent, comme ses livres, un état d'âme, celui d'un homme qui a souffert les purges de la révolution culturelle et les camps de rééducation. Quelques mots encore laissés en souvenir dans ce livre où il dénonce justement les méthodes brutales et les ravages du totalitarisme chinois. Et déjà, Gao Xingyang est reparti, happé par d'autres journalistes. Lui, si peu habitué à la gloire et qui n'aspire plus, nous a-t-il avoué avec le sourire, qu'à retrouver le calme et le sommeil. Merci Gao Xingyang d'être avec nous. On lisait dans ces images, bon, c'est une exposition qui date il y a quelques années, mais là maintenant c'est la galerie Claude Bernard à Paris qui expose vos œuvres. C'est cette façon comme ça nécessaire de rencontrer les lecteurs et rencontrer le public de vos œuvres. C'est une nécessité d'aller comme ça au devant de la lumière. Oui, de temps en temps, c'est pas mal, mais ça je pense plutôt les œuvres qui parlent, oui. Ouais, parce qu'il y a une sorte de timidité. On se cache derrière ses propres œuvres. Et moi, je me suis pas vraiment, même ces dernières années, je suis trop, comme dit-on, trop sollicité. Et je me sens toujours mal à l'aise de ce genre de rencontre, plutôt parce que je pense que je laisse les œuvres parler. Ça, c'est bien exprimé. Ouais. On disait dans ce reportage, finalement, le peintre répond à l'écrivain ou l'inverse. Ouais, tous les deux, parce que j'ai en fait plusieurs métiers, peintre et homme de théâtre, aussi écrivain. Mais franchement dire, depuis que je suis venu en France, c'est plutôt, je gagne ma vie plutôt par la peinture. Ouais. Et le prix Nobel de littérature en l'an 2000 a changé évidemment votre vie. Oui, tout Vous à voyez fait. là ce modeste appartement de Bagnolet. Bon, aujourd'hui, c'est une vie qui vous entraîne, où vous vous dites, je dois faire attention pour rester moi-même, pour rester le créateur. C'est très difficile, hein. C'est vraiment une bataille pour repousser ces obligations. Voilà, ces demandes, bien sûr, cet enthousiasme général. Mais si on veut continuer à faire quelque chose de nouveau, mais ce qui est plus intéressant pour moi, c'est plutôt mon propre travail. C'est pourquoi je devrais faire beaucoup des efforts pour me replier, et prendre un refuge plutôt euh, pour de nouveau commencer. Ouais. On voit et on découvre quelques-unes de ces œuvres, hein. Ce sont des œuvres à l'encre, hein, que vous mettez dans un état particulier avant comme ça de créer. Il vous faut de la musique, il vous faut du temps, des heures avant de retrouver, reprendre certaines œuvres. Oui, tout à fait. Ça, avec la musique, quand je me mets au travail, ça, le calme me vient et on sent plus le temps. Voilà, c'est tout à fait une autre notion de temps. Et on vit dans ce processus de création. Voilà, ça, moi, je trouve, c'est pour l'artiste, c'est la vie idéale. Ouais. Alors ces œuvres expriment beaucoup de vous-même, des rêves, hein. Votre livre qui vous a fait connaître s'appelait La montagne de l'âme. Et là, on y est vraiment à travers ce qu'expriment ces peintures. Ah, oui, ça, c'est plutôt, c'est ailleurs, qui est loin de ce quotidien, et de ces fracas politiques, tous ces emmêtements. Voilà, c'est vraiment c'est un élan de l'esprit. Ouais. Mm. Et en même temps, une grande quiétude. On y trouve une sorte de paix intérieure dans ces peintures.
Oui, c'est la quête. Je pense que c'est la quête pour tout le monde, hein. Là, on est trop, comme dit-on, ennuyé dans la vie. Et cette existence matérielle qui pèse lourd pour la plupart des gens. Et aussi, cette perturbation, je pense aussi pour les artistes, pour les écrivains, cette perturbation politique qui s'impose toujours. Voilà, je pense, c'est un débat, c'est une bataille pour, comme dit-on, pour défendre cette indépendance créative de l'artiste et de l'écrivain. Ouais. On disait dans ce reportage, vous vous présentez comme un dissident. Vous n'avez jamais été en fait dissident, Non, pas du jamais. tout, Je ne suis ni pas réfugié militant. politique, Je ne ni oui. suis jamais militant. Plutôt, si je défends, je défends ma liberté personnelle. Ça veut dire, là, ça c'est ma liberté de penser, voilà, de sentir les choses, de vivre aussi, de vivre dans mes propres pensées, voilà, dans mon propre univers. Ça, je pense que oui, en fait, c'est un défi. C'est un défi de ce monde souvent qui devient absurde. Ouais. Voilà. Ça nous renvoie à ce que vous avez vécu en Chine, on le disait dans ce reportage, l'enfermement. C'est-à-dire que la création, la nécessité d'écrire, de rêver, c'est une forme de survie. Ah oui, alors on sent plus près de sa propre nature. Quand on obtient ce privilège vraiment de vivre en soi, pas, pas sous les influences, les perturbations des autres, surtout du pouvoir, de la politique. Ouais, ouais. La Chine, vous pensez, vous avez de l'optimisme vis-à-vis de ce qui peut se passer en Chine demain? J'ai toujours plutôt une lucidité de voir les choses, y compris l'avenir de la Chine. Oui, économiquement, il y a un essor incroyable, c'est vrai. Mais ça, c'est pour les conditions de création, de liberté, de pensée libre, c'est loin, c'est encore très très loin. Ouais. Et alors, le prix Nobel, évidemment, de littérature, ça a été quelque chose d'extraordinaire pour vous. Et en même temps, est-ce que c'est lourd à porter? C'est pesant pour un créateur? Oui, à la fois tous les deux. Ouais. Oui, c'était une chose tout à fait heureuse d'être reconnu mondialement. Et voilà, c'est une belle chance. Souvent, un artiste de son vivant, s'il a cette chance-là, bien sûr, Vous auriez aimé que ça soit salué aussi en Chine? ça pas spécialement, parce que j'écris pas spécialement pour tel pays. Ouais. J'écris simplement pour lecteurs sans frontières. Ouais. Et quand on dit c'est lourd à porter, c'est-à-dire qu'il faut retrouver, Oui, on vous met parfois un drapeau au-dessus de l'épaule en disant vous êtes le porte-parole, vous êtes, oui, tout etc. à fait. Ça Alors, c'est, on ouais. vous impose toutes sortes d'obligations, de missions, voilà, et y compris des engagements politiques de tel genre. Et tout ça, je pense, ça c'est un individu ne peut pas supporter tout cela. Ouais. D'ailleurs, il est incapable de faire tout cela. Voilà, ce qu'il peut faire, c'est son propre art. Ouais. Vous avez eu peur parfois de ne plus pouvoir écrire? Oui, c'était le cas. C'était pendant presque plus de 3 ans. C'est très, très difficile de trouver un moment vraiment libre que je peux vraiment se mettre à réfléchir, à écrire. Et toujours, c'est comme une boucle de neige, des invitations, Ouais. Vous diriez que la peinture vous aide à retrouver la force d'écrire? c'est autre chose. Tous les deux, ça se complète. Ouais. Tantôt, j'ai besoin d'écrire, tantôt, j'ai besoin de peindre. Moi, je dois organiser mon temps, programmer, et pour que je puisse. Mais je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Ouais. Et cette Chine vous marque dans cette création, des souvenirs d'enfance, des paysages qui comptent tellement dans la peinture chinoise et dans l'imaginaire et dans d'autres littératures aussi. C'est quelque chose, j'allais presque dire, vous vous réveillez le matin avec des paysages de votre enfance.
Non, maintenant, ça, c'est la Chine, cette page est déjà tournée pour moi, Ouais. je pense définitivement. Oui, Ça puisque fait mal de dire cette page est tournée définitivement. mais c'est passé, c'est quand même c'est tourné. Voilà. J'ai toujours une curiosité, voilà, une curiosité de connaître une nouvelle vie, les gens nouveaux, et aussi dans la création aussi, toujours ça, on quête, on cherche quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à exprimer. Et vous trouvez en France où vous vivez aujourd'hui finalement ce qui vous avait fait rêver dans votre enfance quand vous lisiez peut-être des auteurs classiques, vous trouvez encore cette forme comme ça de liberté, parfois de rébellion. C'est des choses qui vous rassurent. Et ce que je connais quand j'étais jeune, cette France n'existe plus non plus. Maintenant, à Paris, l'époque change. C'est tout à fait une autre vie. Bien sûr, mais depuis que je suis venu en France, je me suis déjà habitué. Et j'aime tellement Paris, mais Paris n'a pas changé. Ouais. Dans ce sens-là, c'est toujours un carrefour de confluence des cultures mondiales. C'est toujours une ville agréable à vivre, surtout pour les artistes. Et malgré tous ces perturbations politiques de toutes parts, mais j'aime Paris. Ouais. Et j'aime Paris. Et Paris est aussi, c'est une ville fabuleuse. Et on sent, voilà, il y a une poésie qui est née dans cette ville, parce que ça a accumulé par des années de la culture. Ouais. Merci Gao Xingyang. Vraiment, une dernière production, c'est Témoignage de littérature, donc publié au Seuil. Le Quêteur de la mort, suivi de l'autre rive et La neige en août, sont donc des pièces de théâtre. Et puis on peut signaler donc à la galerie Claude Bernard le catalogue donc de cette formidable exposition et puis un coffret sur l'errance de l'oiseau, une autre esthétique publiée chez Flammarion, beaucoup de livres qui montrent que vous êtes là, que vous êtes bien vivant. Oui, Hein, je sais, je suis c'est heureux. l'art qui est. Ouais. Je peux continuer à écrire, Ouais. à m'exprimer aussi, exposer mes tableaux. C'est la chance. Ouais. La C'est grande chance. liberté. Oui, je pense que c'est la plus grande récompense pour mon travail. Merci Gao Xingyang d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.